Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. 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 Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. J'étais absent ces dernières semaines, remplacé avec brio par Benjamin Moubèche. J'étais pas là tout simplement parce qu'on bossait sur vraiment la toute fin du nouveau MOOC Jordan, le MOOC numéro 11 spécial Jordan. On avait fini le bouclage, tout était chez l'imprimeur, il fallait finaliser les débuts des envois, etc. On est ravis, certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà dû commencer à le recevoir. Si vous ne l'avez pas encore reçu et que vous l'aviez précommandé ou vous êtes abonné, pas d'inquiétude, ça va arriver, c'est simplement, voilà, c'est en route, tout est parti. Donc je remonte ce numéro spécial Jordan, 240 pages. Pourquoi ce numéro ? Parce qu'on est en 2023, parce qu'on avait décidé de le sortir le jour de l'anniversaire des 60 ans de Michael Jordan, et aussi tout simplement parce que finalement, si on est tous réunis autour de cette passion pour le basket, pour nombre d'entre nous, finalement, ça vient de Jordan, ou du moins de l'époque dans laquelle il a brillé. Certains l'ont adoré, certains l'ont détesté. Il reste aujourd'hui encore finalement le maître étalon auquel on compare tous les autres. Donc voilà pourquoi on avait eu cette volonté de faire un numéro spécial. Quelques mots de présentation simplement avant qu'on parte avec mes collègues. Simplement, voilà, pour vous dire que l'idée, c'était pas de faire ni une biographie. Il y a plusieurs biographies très bien d'ailleurs qui sont déjà sorties sur Michael Jordan. C'était pas non plus l'objet, c'était pas non plus de faire une hagiographie, simplement de célébrer l'homme et le sportif hors norme qu'il a été. C'était vraiment d'essayer de répondre à la question, c'est qui est Michael Jordan, qu'est-ce que c'est Michael Jordan, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore, pourquoi est-ce qu'il a fait fantasmer à ce point la planète, et d'essayer de donner des pistes au travers de portraits, au travers d'entretiens aussi. On a eu la chance d'avoir sur ce numéro par exemple Oxmo Puccino comme rédacteur en chef exceptionnel. On a eu des consultants comme Sam Smith, comme Mustapha Sonko, comme Antoine Leroy, Wax, voilà, et au-delà de notre équipe habituelle, Jacques Monclar, First Team, et de tous nos collaborateurs. Voilà un petit peu l'ambition qu'on avait avec ce numéro. Et pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, on va continuer à vous raconter un petit peu ce qu'il y a dans ce MOOC, mais aussi, voilà, on voulait vous donner un petit peu, voir un petit peu ce qu'il a représenté pour nous à titre individuel. Et cette semaine, j'ai la chance donc d'être rejoint par Antoine Pimel et Shai Mamou, que vous avez l'habitude d'écouter et de voir sur ce podcast. Et pour la première fois, du moins dans le cadre du podcast, Pierre-Armand Samama, un de nos collaborateurs de longue date. Si vous êtes passionné de basket et de sneakers, vous l'avez forcément vu au travers des unboxings et puis des articles spécialisés sur les sneakers qu'il peut faire sur Basket Session ou sur notre compte Instagram. Pierre-Armand, on est ravis de te retrouver avec nous pour cet épisode. Comment ça va, toi ? Ça va, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de participer à ce podcast pour parler de quelque chose, je pense, qu'au-delà qui nous parle à tous, qui nous unit tous depuis le début, puisque ça a grandement participé à notre amour du basket. Donc, je suis ravi de participer à ça avec tout le monde. Et la team historique de Rivers en plus. Ouais, carrément, c'est ça quand on prend de l'âge, on te dit pas que tu fais partie des vieux, on dit que tu es un historique. On va dire ça comme ça. Antoine et Shai, comment ça va ? Ça fait un moment du coup que je vous avais pas vu, je vous ai suivi de loin, enfin du moins à distance dans les contenus que vous avez pu faire, que ce soit le podcast ou le live Twitch avec Benjamin. Comment ça va, vous ? Mais ça va, ça fait bizarre de te revoir. On pensait que tu avais été grand remplacé par Benjamin encore, comme moi j'avais été remplacé. Mais finalement, on a réussi à tenir bon entre vieux. On est là. C'est bon. Ouais, content que tu sois de retour. Ça fera plaisir à Benjamin. Je pensais que j'allais me faire effectivement pousser par la sortie. Après, moi, j'étais ravi d'être spectateur. C'était chouette aussi. J'ai envie de commencer tout simplement une petite question un peu large. Est-ce que vous vous rappelez, chacun d'entre vous, la première fois que vous avez vu jouer Michael Jordan ? Donc, c'était pas forcément en direct, bien entendu, mais souvent, voilà, pour la plupart d'entre nous, on en avait entendu parler avant de le voir à l'œuvre. Est-ce que vous vous rappelez encore vraiment de la première fois que vous l'avez vu en action, Pierre ? Allez, on va commencer avec toi. Écoute, la première fois que je l'ai vu en action, outre une horrible rediffusion de la All-Star Game en 92 sur France 3, où j'ai vu par hasard dans une famille il y avait dans la famille avec du bruit autour, donc ça compte pas. Je vais un peu, je pense, te voler ton
ton souvenir à toi, Théo aussi. Game 1 des finales 92, en direct, à quelques jours de passer le bac. Donc, vous pouvez calculer, maintenant commencer à calculer l'âge que j'ai. Les deux en bas, je vous vois en train de calculer tout de suite. Donc, voilà, en cachette, regardez ça. Et voilà, c'est la première fois que je l'ai vu jouer en direct. C'est pas la plus mauvaise, je pense qu'on va en reparler. Antoine, allez, on passe au plus Alors, jeune. je ne saurais pas te dire. C'est forcément un match des Wizards en replay sur Canal, mais je serais incapable de te dire l'adversaire. Après, j'ai en tête celui qui m'a le plus marqué de match que j'ai vu, mais du coup en différé. Mais le premier match, je ne saurais pas te dire. C'est un de ceux de la première saison des Wizards. Et à l'époque, Canal faisait. C'était soit mardi, soit jeudi, soit vendredi soir. Il y avait des matchs à 2 heures et généralement je les enregistrais en cassette vidéo et je les regardais, mais je serais incapable de te dire qui était l'adversaire. Mais forcément, mon premier match de Jordan, c'était un match avec Washington, donc certainement pas le plus sexy. Ah, c'était peut-être son match à 40 points, non? Ça aurait été cool, ça. Je me souviens de celui où il met plus de 50, mais je ne saurais même pas te dire. Je serais incapable de te dire le tout premier. Par contre, alors, voilà, il y en a d'autres qui m'ont marqué, ceux avec notamment les finales. On pourra en reparler peut-être aussi. Moi, c'est les finales 93 pour le coup, contre les Suns, que j'ai beaucoup saigné et que j'ai beaucoup aimé. Shai, de ton côté, c'était quoi? Alors moi, c'était forcément, vous savez que j'ai commencé la NBA avec Orlando, c'était l'équipe que j'aimais. Donc moi, c'est les playoffs 95 quand le Magic sort les Bulls. Et donc Jordan venait de revenir, donc c'était un peu l'antagoniste de l'équipe que j'aimais bien. Et c'était donc le début de son deuxième prime, du deuxième three-peat. Donc c'était cette série de playoffs. Je voyais les matchs en cassette parce que mes cousins enregistraient ça. C'est un peu eux qui m'ont transmis la passion. Et donc je me souviens de Jordan comme antagoniste de mon équipe sur ces playoffs-là. Ouais. D'accord, bah moi, t'as pas tout à fait tort, Pierre Armand, parce qu'en fait, finalement, le premier match des finales 92, c'est le premier match que j'ai vu en direct de Jordan. Je pense que j'avais dû voir des matchs de la saison précédente, probablement un des matchs de la finale 91 contre les Lakers, mais mes souvenirs sont un peu diffus, mais c'est vrai que moi, le premier grand souvenir, le premier choc, c'est ce match, premier match des finales 92, où finalement, à l'époque, c'est dur pour les fans de basket actuels de pouvoir se représenter ce que c'était que l'information autour du basket au début des années 92. Il y avait quelques magazines par-ci par-là. Il y avait quelques matchs, c'est vrai, à la télé, sur France 3 même parfois, mais c'était quand même au mieux une fois par semaine. C'était toujours assez compliqué d'avoir des images. Et donc, moi, j'avais entendu parler de ce Jordan qui représentait, qui représentait le renouveau de la NBA, qui était soi-disant le meilleur joueur de basket de tous les temps, alors que moi, mes coachs à l'époque, ils parlaient de Magic, etc. Donc je me disais, mais comment c'est possible? Quand t'es ado, on te dit que quelqu'un est le plus fort de tous les temps, tu dis bon bah voilà, il est indétrônable. Et ce premier match des finales 92, Jordan met 35 points en première mi-temps, 6 tirs à 3 points, un record NBA. Ces 35 points restent d'ailleurs toujours un record, plus grand nombre de points marqués dans une mi-temps des finales NBA. Et moi, c'était une claque monumentale en fait, tout de suite. Donc tout de suite, sous le charme du joueur, le charisme, le shrug game, même Georges Eddy, on croyait pas ses yeux, tu voyais Magic Johnson qui comprenait pas ce qui se passait, tellement il était extraordinaire à leurs yeux sur ce match-là. Donc moi, c'est vrai que c'est un peu, ça a été un match fondateur effectivement de ma passion pour le basket. Et puis voilà, on pourra peut-être en reparler, mais ça 92 c'est particulier parce que dans la foulée il y a la Dream Team. Elle a un impact énorme sur le monde en Europe. Les matchs sont à des horaires parfaits pour nous. On les voit dominer le basket, on voit les adversaires qui vont demander des autographes à Jordan et aux autres à la fin des matchs. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le fondement. Pour moi, en tout cas, ça a vraiment participé à créer, à forger, à renforcer ma passion naissante pour le basket. Pierre, est-ce que ça a eu un impact de ce type pour toi aussi? Bah, tout à fait. Et puis en plus, c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de la couverture médiatique, parce qu'en effet, il n'y avait pas énormément de magazines qui en parlaient. Bon, celui qu'on achetait tous, c'était 5 majeurs. Ou 5 majeurs, tu avais donc, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais on parlait des Lakers qui venaient à Paris pour l'Open McDonald's 91. Alors, on s'en rappelle peut-être mieux, Théo et moi, mais on parlait des Lakers comme une entité globale. C'était avant l'histoire de Magic, de sa séropositivité et tout. Et à côté de ça, on parlait toujours de Jordan. Et je me rappelle, il y avait un 5 majeur sur Jordan, enfin champion. Et ça m'avait marqué en me disant, c'est un sport d'équipe. Il y avait les Lakers qui étaient très romantiques avec ce maillot jaune, violet, le Showtime et tout, les cassettes vidéo de
du titre de 88, le back-to-back, etc. Et on avait l'impression qu'en face, il y avait ce Jordan un petit peu soliste. Et puis nous, Français, on n'aime pas trop les solistes et les gens individualistes comme ça. Et c'est vrai que moi, le premier réflexe, c'était de me dire, bah, tiens, moi, je vais prendre le contre-pied, je ne serai pas pour lui. Je suis plus Team Magic. Et puis, je m'étais pris d'amour, du coup, pour les Blazers et pour Clyde Drexler. Ça a duré combien 24 minutes. Ça a duré 24 minutes parce que tu vois un type qui fait comme ça au bout de 24 minutes, lui-même abasourdi par son propre génie, et tu te dis, bon, bah voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais en même temps, c'était très, très, très trompeur parce que tu te dis, finalement, c'est ça le basket, c'est ça la NBA. Si même lui, au sein de la plus grande scène sur une finale NBA, il arrive à faire ça, c'est trop facile. Ça n'a aucun sens. J'ai pas vu les finales de 91, je me suis rattrapé après grâce à YouTube, etc. Mais j'avais pas assez de monde autour de moi qui pouvait avoir les cassettes ou qui avait pensé à les enregistrer. Et en plus de voir ça en direct, j'avais l'impression d'avoir fait le mur, de m'être barré en douce, d'avoir allumé la télé et d'être allé dans la plus grande boîte du monde. C'était fou. Donc cette flamme-là, un peu comme nous tous, elle a été allumée, ça a été un shoot incroyable et jamais je suis redescendu. Mais c'est marrant que pour toi aussi, ça a été quelque part un antagoniste au début, parce que si tu étais fan des Blazers et tout ça, je me demande si ça fait ça pour beaucoup de monde, parce que moi j'ai commencé pareil avec la posture de me dire non, bah, tout le monde est fan de Jordan, donc moi je serais pour ses adversaires. Ça veut pas dire que j'étais pas conscient du génie et de la popularité incroyable, mais on a envie d'être un peu d'être quelqu'un d'original, quoi. Ça m'a vite passé quand même, hein, mais sur le deuxième three-peat, voilà, Orlando a petit à petit baissé de pied et Jordan a continué de grimper. Donc voilà, mais je trouve que c'est marrant. Surtout que pour terminer, quand je disais j'étais fan des Blazers, on était fan des Blazers un jour ou deux avant parce qu'on ne savait pas qui était en finale NBA à cette époque-là. Ouais. L'info, elle arrivait très tardivement. Donc c'était un petit peu... j'étais un faux fan des Blazers, j'étais un fan bidon comme s'il y a un Argentine-Maroc, tu vas être pour le Maroc parce que tu as envie que ce soit le plus petit qui gagne. C'est ça le truc. Et les Blazers avaient une super belle équipe, hein. Ceci dit, c'est vrai que ça fait partie de ces équipes en fait, qui sont un peu passées à la trappe quand on parle des équipes talentueuses qui n'ont pas gagné de titre. Mais c'était vraiment une très belle équipe par ailleurs, quoi. Fait de finale. Magnifique équipe. Ouais. Antoine, toi du coup, alors voilà, forcément, on n'a pas vécu le phénomène au même moment. Il occupait quelle place, en fait, Antoine, pour toi, dans l'inconscient un petit peu collectif quand tu t'es mis au basket? C'était un peu la référence, tu vois. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, même si maintenant, avec les changements de génération, chaque génération a son modèle. Donc moi, je suis plus la génération Kobe Bryant, mais par définition, Kobe Bryant, on rappelait tout le temps que c'était celui qui copiait Michael Jordan. Donc tu vois, Michael Jordan, c'était un peu l'espèce de mythe. Après, je l'ai quand même vu jouer, tu vois, mais je l'ai vu jouer sur 2 ans où voilà, il a 39-40 ans. Je me souviens quand même du All-Star Game 2003 où il aurait dû mettre le game winner. Je ne sais plus qui c'est qui se foire à la fin, mais... Il y a une faute, c'est l'arbitre qui se foire, il siffle une faute sur Kobe. Théoriquement, c'est lui qui a mis c'est Kobe qui va le chercher aussi, hein. Mais voilà, si tu veux, c'était un peu l'espèce de mythe, de barre à atteindre, mais inatteignable en même temps. Donc, et puis, c'était, mine de rien, je me souviens, c'est tout bête, mais mon oncle était parti à Seattle et il nous avait ramené à moi et mon cousin des maillots de Jordan, tu vois. Pourtant, mais tu vois, donc, c'était la référence, le mec basket que tout le monde connaît, même si tu t'intéresses pas au basket, tu vois. Même si t'es pas un fan de basket, tu connaissais Michael Jordan. Donc il y avait un peu ce truc-là, tu vois. C'est un mythe. Je pense mythe, ça définit bien le gars, je crois. Ouais, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, Pierre, là, pour les gens de notre génération, et d'ailleurs c'est quelque chose dont Oxmo Puccino parle un peu dans l'entretien qui ouvre le MOOC, c'est qu'à l'époque, en fait, dans les années 80-90, la NBA, c'est une espèce de truc underground, en fait. Il y a que les initiés qui connaissent. Tu disais, voilà, que se lever à 2h du matin, moi, j'avais négocié pareil avec ma mère pour pouvoir qu'elle soit OK, pour que je me lève à 2h du matin. T'arrives, t'es défoncé, mais t'es tout content parce que t'as vu un truc de malade. Et en fait, les gens de ta classe, ils captent pas ce que c'est, en fait. Tu vois, tu vas en parler avec 2 mecs dans ton lycée qui suivent un peu le truc et c'est quasiment tout. Et je pense que pour nous, il y a Jordan, mais il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, il y a la NBA dans son ensemble. Ça a été aussi hyper fondateur parce qu'il y avait ce côté un peu comme quand t'écoutais du rap et que les gens savaient pas ce que c'était.
voilà, tu avais l'impression d'être un initié, de connaître quelque chose, une tête un petit peu. Il y a un côté un peu société secrète, des gens qui connaissent et qui s'intéressent pour ce truc bizarre de basket américain, alors que le basket existait bien sûr dans la sphère, comment dire, au niveau, aux yeux du grand public, mais c'était surtout le basket français. Voilà, c'était le Grand Limoges, etc. Parce que c'est ces années-là. Mais il y avait ce côté identitaire très fort finalement qui a été incarné par Jordan. Et pour revenir à ce que tu disais, Pierre, là, quand tu disais, voilà, finalement c'est un sport collectif, et puis là, il y a ce Jordan qu'on montre comme étant un petit peu un individualiste ou un individu qui représente son équipe et son sport. C'est aussi quelque chose qui a été très bien orchestré. On en parle un petit peu dans le MOOC là, par David Falk, notamment son agent, qui a décidé de faire en sorte qu'il soit marketé comme un joueur de tennis plus que comme un basketteur, ou tel que c'était fait habituellement pour les basketteurs. Toi, Pierre, qui est un esthète en matière de sneakers, est-ce que toi, le côté sport et chaussures, basket, mode, ça a tout de suite été connecté, ou est-ce que ça a été, c'est venu progressivement? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, c'est fondamental ce que tu dis. Quand tu parles des joueurs de tennis à l'époque, je te parle entre 85, 80, au début des années 80, même jusqu'à, on va dire après Agassi, tu vois. Le joueur de tennis, c'était une superstar, aux États-Unis en tout cas. Et la chaussure du joueur de tennis, c'était quelque chose d'assez particulier. La connexion que tu fais entre la mode et les sneakers de l'époque, et notamment les Jordan, c'est pas un accessoire de mode au départ. Mais pour la première fois, une chaussure de basket devient cool. C'est-à-dire que on peut la mettre en dehors. Alors, ça se faisait déjà. Il y avait la Clyde de Puma que les danseurs portaient. Mais encore une fois, c'était un truc de niche, c'est-à-dire on portait des Clyde pour danser, à part les Chuck Taylor, mais bon, c'était déjà fini. Mais personne ne portait les chaussures de Magic pour aller se balader. Personne ne portait des LA Gear horribles de Karl Malone, des trucs comme ça. Et soudain, lui, il arrive, et bon, c'est le génie. Nike se crée cette folie autour de la Jordan 1, qui est, ne serait-ce, bon, je parle peut-être aux initiés, mais vous connaissez tous le modèle de la Dunk. Donc c'est une espèce de Dunk qui n'est même pas refaite, ou même pas beaucoup plus confortable. La Jordan 1, ça va être de loin la chaussure la moins confortable du monde, mais ça part tout de suite comme ça. Toute la chaussure est cool, c'est-à-dire qu'on veut l'avoir. Alors après, avec les dérives qu'il y a eu, de bagarres, de se faire braquer, etc. Moi, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis plusieurs fois dans ces périodes-là, et d'y être en 89, quand c'était l'époque de la Jordan 4, et quand tu cherchais ça dans des magasins, que tu étais blanc à New York, on te faisait comprendre que tu avais 2 chances sur 3 de te faire braquer à la sortie du magasin. Et tu voyais les gars qui attendaient, quoi. Donc ça m'avait frappé en me disant, mais tu veux juste t'acheter une paire de chaussures, et c'était un phénomène qui était assez répandu. Alors uniquement là-bas, hein, on est d'accord, parce qu'ici, c'est la Jordan 6 qui est arrivée en première en France de manière globale, c'est-à-dire celle du titre, comme quoi les planètes étaient bien alignées, pile la chaussure du titre dans son coloris noir et infrared, mais c'était déjà quelque chose, et surtout quelque chose qui nous faisait rêver, parce qu'on le voyait sur du papier. On le voyait sur un magazine. Il y a ce fameux poster du concours de 88, où on le voit de profil avec l'heure 3h51, et lui qui s'élève, on dirait que c'est un montage, tellement la photo est incroyable. On voyait la chaussure comme ça, donc on se disait tous, quand on était petit, cette chaussure, elle fait vraiment sauter plus haut, ou il y a un truc qui va avec. Donc ça contribuait bien sûr à créer l'imaginaire, en tout cas nous qu'on avait avant de le voir jouer, réellement en direct, cet imaginaire de type qui planait dans les cieux pendant que les autres couraient au sol. Ouais, c'est clair. Il a été emblématique du coup. Enfin, les deux, comme tu dis, les deux courants se sont mêlés au meilleur moment, parce que c'est au moment où sa domination devient incroyable. C'est vrai que les Jordan 6, moi, c'est la première paire que j'ai acheté un petit peu par hasard en fait, et pour jouer au basket avant tout. En fait, c'était encore une fois, c'est marrant quoi. Je les mettais pour aller jouer dehors, je les ai défoncés sur les playgrounds, etc. Mais c'était quand même avant tout un accessoire de
de sport, mais on sentait aussi qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer autour de tout ça, et que c'était quand même pas des baskets comme les autres, dans le sens où moi je me rappelle que c'était une paire... je les aurais pas mises en toutes circonstances pour aller n'importe où en fait. Il y avait quand même c'était aussi une autre époque où en région parisienne on appelait ça la dépouille, c'est-à-dire que tu pouvais partir avec ton blouson, t'étais pas forcément sûr de revenir avec si t'étais pas accompagné comme il fallait ou si t'allais pas aux bons endroits. Et c'est vrai que c'est la première paire de baskets où j'ai senti qu'il y avait, on ressentait qu'il y avait un intérêt particulier pour cette paire là quoi. Pas simplement parce que c'était une paire de baskets neuves, mais parce que c'était des Jordan. Et surtout, ce qui est important et ce qui est encore plus fort, c'est que nous, en France, on a récupéré donc cette Jordan-là qui arrivait, donc qui était la première. Hein, on voyait, enfin moi en tout cas, je voyais jamais personne avant avec une Jordan 5, une Jordan 3, une Jordan 4, même si, à part des gens qui étaient allés aux États-Unis, parce que c'était quand même pas donné. Hein. La Jordan 6, elle est presque à 1000 francs, hein, c'est-à-dire 150 euros. On oublie que c'était la Rolls de la chaussure, mais surtout, on n'avait que la chaussure et 3 t-shirts. On n'avait pas tout aux États-Unis ce qu'ils avaient, les pubs avec Spike Lee, les posters dans tous les sens, les pubs de Jordan avec Gatorade, avec Hanes, avec McDo, tout ça. On n'avait même pas ça. Et pourtant, malgré ça, on avait ce sentiment que le gars, c'était déjà une superstar en 91 et en 92, encore plus avec le phénomène Dream Team. Mais tout le monde déjà, c'est surprenant aujourd'hui de voir que tout le monde savait déjà qui il était finalement rétrospectivement. Dans un monde sans Internet, ça peut paraître fou aujourd'hui. Enfin, pour les gens les gens un peu plus jeunes, c'est pas pour faire les anciens, mais c'est un monde sans Internet. Voilà, aujourd'hui, les pubs dont tu parles, les spots, tout ça, on y a accès en un clic. Tout le monde peut être averti rapidement. Et la popularité d'un athlète se propage rapidement. Là, à l'époque, c'était les moyens de médiatisation des joueurs, des matchs, tout ça, pour se replonger dedans, c'est assez incroyable. C'est pour ça que les gens qui se demandent l'impact médiatique de Jordan aujourd'hui, avant, je veux dire, il aurait été adaptable à toutes les époques et ça aurait été aussi fou aujourd'hui qu'à l'époque finalement. Ouais, je précise que moi j'avais eu la chance de trouver ma paire de Jordan 6 en solde parce qu'il restait que des grandes tailles et que j'avais des grands pieds, donc c'est comme ça que j'ai pu me la payer, sinon jamais j'aurais pu choper une paire de pompes aussi chères à l'époque. Ma mère a fait une crise cardiaque, je pense, si je lui avais demandé de me payer ça. Tous les trois, vous avez écrit des articles dans le dernier MOOC, bien entendu. Je voudrais commencer à nouveau avec toi, Pierre, parce qu'en fait, il y a un entretien que tu as signé qui est vraiment très chouette. Parce que nous, effectivement, voilà, c'est une époque où il n'y a pas Internet. La seule manière de voir des matchs NBA, c'est soit par les cassettes Pontel. C'était un principe où on pouvait commander des cassettes. On t'envoyait des matchs NBA qui arrivaient. Alors, ils avaient peut-être 3 mois de retard où il y avait un décalage énorme, mais au moins, ça permettait de voir les joueurs. Et sinon, il y avait bien sûr, très vite, Canal+. La plupart de nos souvenirs, en tout cas pour les gens de ma génération, sont liés à la personne de Georges Eddy, qui au-delà de commenter les matchs, faut lui rendre hommage, qui nous a beaucoup apporté de connaissances encyclopédiques sur le basket, sur le jeu, sur les joueurs, sur tout un tas de choses, et avec son sidekick, en tout cas pour les premières finales avec Eric Bénard, parce qu'ils étaient ensemble pour les finales 92 et 93, si je ne me trompe pas, Pierre. Et donc toi, tu as fait un entretien croisé vraiment hyper cool, je trouve, de souvenirs avec Eric Bénard et Georges Eddy. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu de l'ambiance en fait de cet entretien, parce que de ce que j'ai pu comprendre, tu me dis si je me trompe, mais finalement bon, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas pu se connecter, donc ça leur a permis de remuer de bons souvenirs, non Pierre? Ah bah pour eux, c'est cette impression, alors rétrospectivement, hein, c'est-à-dire bien des années après, de se rendre compte du caractère pionnier de la chose, et puis surtout ils se rendent compte 30 ans après de l'importance que ça a eu dans la culture basket des gens. C'est ce que tu disais avec Georges Eddy, c'est-à-dire qu'au-delà de nous envoyer des hurlements et des expressions géniales, comment savoir à ce moment-là, quand en 92, que Drexler, c'était Clyde the Glide, et qu'est-ce que ça voulait dire, et pourquoi, etc. Comme on n'avait pas accès à cette information, ces types-là faisaient en direct à 3h du matin notre culture basket et nous racontaient plein de trucs. Et je pense que c'est ce qui rendait la chose aussi digeste, au-delà du fait qu'il n'y avait pas les coupures pub et tout, c'est que ils nous racontaient une histoire pendant 3 heures, c'était interminable, pendant 3 heures, et outre le suspense du match, on était
pendu aux lèvres de Georges Eddy. Alors, Eric Bénard était moins spécialiste de basket à l'époque, c'est ce qu'il nous racontait, donc lui aussi était là avec Georges Eddy, mais ils avaient tout de même, et ça c'est quelque chose que j'ai retenu, cette impression immédiate de vivre quelque chose d'incroyable, tout de suite, c'est-à-dire en 92. Pourquoi? Parce qu'ils sont accueillis par les médias américains et par la NBA aussi bien que les médias américains eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de, on va mettre, alors, à part la première année, ils nous disaient, parce qu'ils sont arrivés sur le tard pour la finale 91, donc ils étaient assis n'importe où, n'importe comment, tout en haut, leur tête touchait le plafond, pratiquement, c'était une catastrophe. Mais sinon, tout de suite, accès au bord du tiers, accès aux conférences de presse d'avant, d'après-match, il n'y a aucune restriction à leur égard. Donc, du coup, ils se retrouvent là et ils vont jouer le matin entre les matchs. Et ben, ils se retrouvent à jouer avec les Sam Smith, avec, etc. Tous ces journalistes qui, pour eux, sont des superstars, puisqu'en effet, il n'y a pas forcément de presse télé, mais c'est la presse écrite. Et donc, ben, pour eux, ils sont tout de suite dedans. Donc, il n'y a pas vraiment... si vous regardez... Alors, malheureusement, elles ne sont pas disponibles, ces finales sur YouTube, très peu, avec Georges Eddy et Eric Bénard. Il n'y a pas un grand gap entre 92 et 93, par exemple. Parce qu'ils sont déjà prêts, en fait. Ils sont tout de suite dans le bain et ils sont tout de suite assimilés à des journalistes américains. Donc, en fait, ils ont les mêmes infos. C'est pas ils apprennent un truc parce que les autres se gardent certains. Tout de suite, ils sont là et ils ont l'info. Dans la finale 97, bon, c'est plus tard. Mais le match 5, Jordan, quand il est malade, ça commence par apparemment, il est malade. Donc, c'était pas, il n'y avait pas lancé l'étude. Donc, ça, c'est vraiment la première chose qu'eux ont retenu de cette période qui est, bon, après, ça a duré 1h30 où ils se relançaient entre eux, etc., sur des souvenirs. Ils ont beaucoup de souvenirs de bouffe. Hein, oui, visiblement, ils ont là où noté ils les allaient bonnes manger. adresses. Ouais, c'est ce que je leur demandais, les bonnes adresses. Alors, évidemment, ils ont vu Chicago. Alors, Eric Bénard, lui, il en a fait 3, 92, 13. Bon, il a fait 14-15, mais pour Jordan, il a fait 12-13 et 16, le retour avec contre Seattle. Donc pour eux, bon, bah, Chicago, ils connaissent parfaitement. Mais ils se sont bien amusés à voyager aussi du côté de Portland. Et puis en plus, cet été 92, où ils enchaînent la finale Portland, tournoi des Amériques, avec la Dream Team, où là, par contre, ils étaient très peu d'accrédités parce qu'ils pensaient que ça intéresserait personne. Ce qui était un peu le cas, les Américains ils voulaient voir les JO, le tournoi pré-olympique, ils s'en foutaient pas mal. Et ensuite, ils enchaînent, ils repartent et ils arrivent à Barcelone, enfin à Monte-Carlo au départ, à Barcelone par la suite. Donc, ils ont passé ensemble, ils racontent des choses assez marrantes. Et vous l'imaginez bien, vous êtes tous les trois là pour en témoigner avec vos longues années de collaboration. Il faut bien s'entendre pour passer 3 mois ensemble dans une même chambre. Ah, c'est clair. Bah, nous, c'est pour ça. On tient parce qu'on est à distance, hein, parce que sinon, avec Charles et Antoine, 3 mois, c'est pas possible. Hein. Mais non, mais il y a plein de super anecdotes dans l'entretien. Pierre, voilà, on va pas forcément en dire plus, mais c'est vrai que tu disais. Ils ont su nous faire vivre les événements, ils ont su assurer la mise en contexte des choses vraiment de manière extraordinaire. Alors pour nous, c'était notre normalité quand on vivait les choses, mais avec le recul, c'est vrai que voilà, faut rendre hommage. Finalement, ils ont vraiment... Georges Eddy, bon, bien sûr, reste la voix la plus connue du basket en France, mais lui, le travail que Canal+ a pu faire à cette époque-là, vraiment, comment dire, collaborer à faire en sorte que le basket prenne et que la NBA devienne aussi fort en France. Antoine et Chai, vous... C'est le début, en plus. C'est le début, en plus. Donc, eux, ils voient ça au début, avec eux-mêmes la possibilité de le faire évoluer. Alors, pas à leur manière, mais c'est ça, en fait, qu'ils avaient passionné, c'est de voir la chose devenir globale et d'y participer. Complètement, ouais, complètement. Chai et Antoine, parmi les articles que vous avez écrits, il y en a 2 qui sont super complémentaires, je trouve, et dont je pense on peut parler un petit peu. C'est que toi, Antoine, tu as signé un papier sur qu'on appelait les 23 moments les plus mythiques en fait, de la carrière de Jordan, et de ton côté, Chai, tu as fait un article sur les anecdotes les plus folles, alors pas forcément des anecdotes de terrain, plus des choses de coulisses, etc. Je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ces 2 choses-là, parce que dans le cas de Jordan, comme c'est le cas pour certains grands
grands joueurs comme ça, il y a une partie du mythe qui appartient autant aux performances sur le terrain qu'aux histoires orales qui se racontent de bouche à oreille sur les à côté. Je voudrais vous demander à tous les deux, par rapport aux articles que vous avez écrits, est-ce qu'il y a l'un des événements qui vous a particulièrement marqué ou que vous ne connaissiez pas et dans lequel vous êtes replongé pour le MOOC? Donc que ce soit une performance sur le terrain, dans ton cas Antoine, ou un truc plus anecdotique pour toi Shai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé comme ça? Réfléchir. Ouais, je trouve que c'était un challenge intéressant de trouver les histoires, parce que comme une des raisons pour lesquelles on a aussi fait le MOOC, c'était pour essayer d'aborder les choses sous un angle différent, parce que c'est un sujet qui a tellement été traité, je pense, surtout maintenant avec 2 ou 3 ans après The Last Dance, tout le monde a un peu l'impression de tout connaître sur Jordan. J'ai l'impression que c'est un peu le truc, et c'était intéressant d'essayer de chercher les histoires qui étaient un peu moins connues, parce que qui sont peut-être plus connues à la limite aux États-Unis qu'en France. J'ai pas spécialement un truc en tête, moi c'est juste la récurrence du côté compétiteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de le connaître par cœur, le côté compétiteur de Jordan, comme pour Kobe, ce qu'on avait fait dans le MOOC Kobe, avec un peu les légendes urbaines, ce dont on savait pas vraiment ce qui tenait de la légende ou de la vérité. Et là c'est un peu pareil, il y a des trucs qui sont tellement absurdes en termes de compétitivité. Moi c'est plus les petites histoires improbables sur sa compétitivité sur des choses. Il y a une histoire par exemple avec Christian Laettner avec la Dream Team, où Laettner en gros c'est le meilleur joueur de ping-pong de la Dream Team, et donc ils essaient de trouver une activité pour interagir tous en tant que groupe, pour créer des choses, et surtout pour éviter que les mecs ne sortent et fassent la bringue, et ça c'était important. Et donc en gros Jordan a vu que Laettner fumait tout le monde au ping-pong pendant toute cette période-là, et il s'est dit bon, en gros je vais apprendre à jouer, et je vais leur montrer, je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Et donc le gars, apparemment personne l'a vu pendant 2 jours, il a fait venir une table de ping-pong dans sa piole, et il s'est mis à s'entraîner comme un taré, et 2 jours après, je vous laisserai lire ce qui s'est passé pendant ce rematch de ping-pong, et c'est ce genre de petites choses-là. Moi c'est toutes les petites anecdotes qui témoignent du côté obsessionnel de Jordan pour la gagne et pour la domination presque. C'est encore quelque chose de différent de Kobe, pour ceux qui ont lu le MOOC Kobe, où c'est plus sur on va dire la valeur de travail et presque aussi obsessionnel. Là, c'est plus c'est même pas tellement une valeur, mais maladif, l'importance, l'envie maladive de gagner et d'imposer sa domination, qui témoigne de plein de, ça se rapporte à plein de traits psychologiques, qu'il faudrait analyser autrement, mais moi c'est plus vous verrez toutes ces histoires-là qui sont à peine croyables sur le côté vainqueur maladif de Jordan, qui m'ont... Voilà. Moi, du coup, c'est un moment qui est dans les 23 moments, mais qui rejoint plutôt l'autre papier que j'ai écrit, c'est l'histoire des Jeux Olympiques 84. Parce que tu m'as fait une passe décisive là, en parlant de The Last Dance. C'est un point qui est moins abordé, notamment parce que c'est plus ancien, et c'est Jordan avant d'être complètement Jordan. Je pense que l'histoire, je la trouve particulièrement intéressante, notamment avec tout le processus de sélection, en fait. Savoir qu'à l'époque, les Américains, ils n'envoyaient pas des pros. Alors, ils envoyaient des joueurs NCAA qui venaient d'être draftés ou qui allaient être draftés. Donc, bon, tu avais quand même des joueurs de 21, 20 ans prêts, mais c'est le processus de sélection. Voilà, au début des années 80, on parlait tout à l'heure de l'accessibilité à l'information dans les années 90. Donc, je vous laisse imaginer dans les années 80 comment ça marchait. Là, on se souvient tous de la draft. On connaît tous la draft avec le grand show. On est tous réveillés, on regarde tout le monde est là, met son costume. Il faut savoir que Jordan n'était même pas présent le jour de sa draft, parce que justement, il était dans l'Indiana pour passer les processus de sélection qui ont duré 3 mois. Et franchement, toute l'histoire autour de ça est très intéressante. La compétition aussi, mais moins, parce que bon, les Américains, de toute façon, ils se baladent, plus ou moins. Mais voilà, la Jordan, sa relation avec... J'ai un trou. Avec Coach Knight. Bobby Knight. Merci, Bobby Knight. Je cherchais le nom. Coach légendaire. Et voilà, commence à la forger, commence à construire aussi la personne qu'il est devenu et le compétiteur quelque part qu'il est devenu. Et voilà. Et ça, pour le coup, moi, j'ai dû me plonger dedans parce qu'évidemment, j'étais pas né. Donc, c'était particulièrement intéressant de découvrir aussi, je pense, une autre facette de Jordan. Dominateur aussi, mais différent, un joueur différent. Je pense que le Jordan jeune, des débuts des années 80, c'est le genre de joueur que j'aurais adoré s'il était arrivé en NBA aujourd'hui.
très félin, très explosif, beaucoup plus soliste aussi. Mais voilà, se plonger là-dedans, ça a été particulièrement intéressant et de le découvrir et du coup de le partager aussi derrière. Ouais, bah c'est intéressant, c'est que ton article sur les JO 84 fait suite à un autre article signé par Jean-Sébastien Blondel qui est titré, je crois, Michael avant Jordan, qui est justement sur la période d'avant la fac, mais en fait jusqu'à la fin de la fac, en gros avant que ça devienne une star. Et c'est vraiment intéressant ce que tu notes, Antoine, parce qu'en fait, que ça soit avec Bobby Knight ou même avec Dean Smith à North Carolina, on pouvait pas vraiment deviner à quel point il deviendrait un scoreur aussi dominateur, parce qu'en fait, c'était deux coachs qui avaient vraiment une idée du collectif, qui plaçaient le collectif au-dessus de tout, qui lui, qui tenait la bride en quelque sorte, d'une certaine manière. Mais je pense aussi, voilà, je vous laisserai lire les articles, vous découvrez ça par vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est je pense que ces deux entraîneurs aussi ont, même si après on a considéré que Jordan était avant tout un soliste, c'était même une des plus grosses critiques jusqu'à ce qu'il commence à gagner en 91, il a quand même, à mon sens, toujours eu ce sens ce poncif un petit peu de jouer the right way, qui est une espèce de leitmotiv du côté de North Carolina. Tous les coachs passés par là parlent de ça, parlent de l'héritage de Dean Smith là-dedans, et que finalement quand un collectif a su se créer autour des Bulls, j'ai trouvé que Jordan avait su, tout en restant le joueur solaire, on peut le dire même, et soliste incroyable, trouver comment rentrer et sortir du collectif, pas hésiter à lâcher la passe à Steve Kerr ou John Paxson s'il le fallait pour gagner un match. Et donc ces moments, voilà, de la construction de Jordan sont vraiment intéressants. C'est cool que tu en parles, Antoine, parce que c'est vrai que quand on pense aux Jeux Olympiques, on pense forcément à 92, et les Jeux de 84 ont été aussi marquants. Et d'ailleurs, il y a Jacques Monclar qui était présent avec l'équipe de France sur ces jeux, voilà, qui te parle un petit peu dans l'article, voilà, de ce qu'était Jordan à l'époque. Et c'est intéressant de voir le contraste avec ce qu'il est devenu par la suite d'ailleurs. Clairement. Une autre question pour vous trois. Quel est le moment qui, vous, individuellement, vous a le plus marqué de Jordan? Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Alors pareil, ça peut être un match, ça peut être une anecdote, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous avez vécu qui est en rapport avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous vient instantanément à l'esprit? Allez, Pierre Armand, on va commencer avec toi à nouveau. Ouais, alors il y a deux trucs où moi je vais te dire un truc sur le terrain, un truc en dehors. Moi j'ai eu la chance de le voir jouer au United Center en 95 et 96. Mais surtout, j'ai eu la chance de le voir me passer à côté, vraiment à 50 cm dans son restaurant. Premier jour où j'arrive à Chicago, je me jette dans le resto. J'ai même ressorti la casquette d'époque où nous, on arrive, petit français, il y a des maillots, ces maillots signés, les trophées. Tu sais, un immense sports bar en bas et les restos comme ils savent faire, les quinries au-dessus avec les nappes blanches, enfin les serveurs avec des petites oreillettes pour servir des macaronis cheese, tu vois. Et donc il y avait tous ces espèces de petits des casquettes du titre, du three-peat, des t-shirts c'est Disney. C'était Disney et j'arrive, donc je vais dîner dans ce truc-là et il vient jamais normalement dans son resto et 5 minutes après il arrive. Et il arrive, je pense que il arrive dans son complet en jean. Je ne sais pas si vous voyez cette photo où il donne le coup d'envoi une fois d'un match de baseball. Il est avec une chemise en jean boutonnée jusqu'en haut, un jean ultra large, enfin le complet canadien là. Et donc je le vois arriver, mais il me passe tout petit. Et en fait, là, juste à côté, je veux dire, en fait, la première réaction que j'ai, c'est qu'il n'était pas si grand que ça. Il fait un 98. Bon, c'est pas très fin, avec une toute petite tête, et c'est le premier truc qui m'a frappé, à part de voir passer. On est en 95, c'est déjà le plus grand basketteur de tous les temps, même si on était loin d'imaginer ce qui allait suivre. Et on part, il va dans j'ai tout essayé avec un t-shirt, avec le garde du corps, essayer de rentrer, pas rentrer, juste lui de. Enfin bon, ça n'a pas marché évidemment. Mais en partant, je tombe sur la Ferrari avec la fameuse plaque MRG, tu vois, la Ferrari noire. Tu te dis, mais c'est ça les États-Unis, c'est ça Chicago. Premier jour, hein. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus? Et ça, c'est mon premier rapport, puisque je vais voir un match NBA, mon premier match NBA, et Jordan me passe juste à côté.
Et mon plus grand, curieusement, souvenir, c'est pas sa meilleure période, c'est peut-être la préférée de Shai, puisque c'est quand le Magic le sort. Mais pour moi, un truc incroyable, c'est les 55 points au Garden. Voilà, enfin, ça fait 2 ans, on l'espérait même pas, on savait même pas, nous en plus, qu'il y avait des rumeurs, etc. Soudain, il revient, il joue à Indiana, bon, il est tout rouillé et tout. On apprendra plus tard, parce qu'on n'avait pas pensé qu'il avait un corps de joueur de baseball et qu'il fallait rebâtir son corps de basketteur. Sauf qu'il va au Garden jouer les Knicks, qui sont censés être encore cette année-là presque dans les favoris, même s'ils ont laissé leur chance en 94. Et il met 55 points sur Stark, sur Riley, sur toute la ville de New York. Voilà, ça, c'est iconique. Bon, après, bien sûr, The Last Shot, hein, bien sûr, mais ça, quand même, c'est quelque chose d'inouï, parce que enfin, à cette période-là, et ça, Georges Eddy disait très bien, on n'a pas l'habitude des retours gagnants des sportifs. À chaque fois qu'un sportif revient après avoir pris une retraite, c'est toujours un petit peu borderline, c'est pas joli. Il y avait Borg qui avait essayé de faire ça, il y avait certains boxeurs, c'est jamais glorieux, ça fait peine à voir un petit peu. Et là, on a un type qui revient et qui redomine encore. Donc, ce qui nous a fait nous poser tous la question, et s'il n'était pas parti, est-ce qu'ils en auraient gagné 7 d'affilée ou pas, ou 8 d'affilée? Mais voilà, ça m'a vraiment marqué. Ouais, Antoine, toi, tu as un souvenir en particulier? Alors, il y a un petit souvenir, il y en a un, c'est une action, c'est tout bête, mais c'est son contre sur Rod Mercer. C'est Rod Mercer, ouais, incroyable celui-là. Là, pour le coup, je suivais vraiment la NBA sur la planche. Je me souviens du top 10. Je me souviens que moi-même, malgré mes connaissances basket encore limitées, je jouais déjà, hein, je me disais, oh, c'est dingue. Et après, comme j'avais dit déjà un peu au début du pod, moi, je m'étais fait du coup les finales 93, parce qu'elles sont sur YouTube en grande partie. Et ouais, celle-là, je sais pas, il y a un truc spécial. Je saurais même pas comment l'expliquer. J'aime bien cette équipe des Suns 93. Donc super talentueuse. Ça me faisait plaisir de les regarder jouer. C'était notamment pour ça que je m'étais plongé dans ces finales-là, même si j'ai aussi regardé celle contre les Sonics. J'ai jamais vraiment regardé celle contre le Jazz. Et j'avais regardé des bouts de celle contre les Blazers pour l'histoire, parce que c'est une franchise que j'aime bien. Mais ouais, les finales 93, le niveau de jeu, je crois que c'est le match 3. Vous savez mieux que moi. Celui-là où ils jouent, où ils font 2 prolongues. 3 prolongues. 3 prolongues. Ouais, c'est 3 le ou match 4, 3. Je sais plus. Ouais, bref, c'est ce game-là complètement dingue avec Kevin Johnson, avec Dan Marge qui joue plus d'1 heure. Oui, donc 3 prolongues du coup. Et voilà, donc qui finit d'ailleurs que les Suns gagnent. Et voilà, et ce duel Barclay-Jordan. Et je sais plus du coup si c'est le 3 ou 4, mais je sais que celui d'après, Jordan, il fait un carton, il met genre plus de 50 points. 55, ouais. Ouais, c'est ça. 55, voilà, vous avez une meilleure mémoire que moi. Mais et c'est marrant ce que tu dis sur le contre. Juste une aparté sur le contre sur Rod Mercer. Il y a Ja Morant qui en a collé un il n'y a pas longtemps, tout à fait. Le même. Et c'était marrant de voir les commentaires des gens qui disaient il a mis le même compte que Jordan, qui avait à l'époque, je ne sais pas quel âge, il avait 40 piges déjà. 39 ans. Ouais, du coup, c'était marrant de le comparer à ça. Ouais. Ah non, mais c'était dingue, ouais, c'était une action dingue. Et sa dernière saison, je me souviens un peu quand même je me souviens notamment d'articles écrits pour le coup de Mondial Basket où il y avait vraiment cette quête de jouer une dernière fois les playoffs et 2 fois ils échouent. Mais il faut voir qu'à son époque, ses lieutenants, il y a un coup, c'est Rip Hamilton qui est jeune. Et l'année d'après, je crois que c'est Jerry Stackhouse. Je pense qu'ils échangent Hamilton, ils envoient Hamilton à Détroit. Bon move au final pour les Pistons d'ailleurs contre Stackhouse. Et voilà, et à chaque fois, c'est la tentative, sauf que Stackhouse, c'est pas Pippen et Hamilton non plus. Et Jordan, les 2 fois, ils passent pas loin. Je pense qu'ils finissent 9e à chaque fois de la conférence Est. Et ça aurait été. J'aurais bien aimé quand même le voir en playoff, quoi. Ça... Mais bon, les Wizards avaient des équipes dégueulasses, on peut le dire. C'est ça. dire comme ça. Mais voilà, ça, c'est un léger petit regret de ne pas avoir pu voir en direct Jordan en playoff. Shai, toi, t'as un truc qui te vient en tête? Moi, il y a 2 trucs auxquels je pense. Pour le souvenir télévisuel, je pense que ces dernières finales avec le dernier shoot contre Utah,
c'est un peu facile peut-être, mais c'est les premières finales que j'ai vraiment suivies en direct. Alors j'avais 10 ans, hein, mais c'est celle où je commençais déjà à découcher, à regarder les matchs en direct. Donc le voir vraiment en direct diffusé, ça m'a toujours marqué et j'ai l'impression que c'était hier. Donc forcément, pour le dernier shoot, le côté implacable, ça reste gravé. Et après, pour l'expérience personnelle, un peu comme Pierre, moi, c'est assez récent en fait. C'était le match à Paris, le premier donc qu'ils ont fait sur les deux, où il vient avec les Hornets. Donc on est en c'est la salle de presse et il répond aux questions des journalistes. Et bon là, au fil des années, je suis un peu moins stressé pour poser des questions. J'arrive à être détendu maintenant, même si les mecs sont super connus, tout ça. Si je suis bien préparé, ça va. Et là, en gros, la conf de presse allait se terminer et donc j'avais le micro en main, ça allait être à moi de poser la question. Et je sais pas, le fait qu'il me regarde et que je me rende compte que c'était Jordan et que j'allais poser une question à Jordan, j'avais préparé depuis 3 jours des questions, il n'y avait pas de souci. J'ai senti que j'étais tétanisé. Et là, à ce moment-là, il y a la fille qui gérait les questions qui dit « Ah non, désolé, il doit partir, c'est maintenant, désolé, on ne va pas pouvoir poser la question. » Et sur le coup, j'étais frustré de me dire que je n'avais pas pu poser la question. Mais intérieurement, je pense que je me serais vraiment liquéfié et que je n'aurais pas réussi à poser la question. Parce que c'est la première fois, pourtant j'ai vu LeBron, tout ce que vous voulez, j'ai vu tous les plus grands récemment, j'aurais posé des questions. J'étais un peu stressé, mais j'ai réussi à poser la question et à discuter même. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui aurait fait que j'aurais bloqué et que ça aurait été un moment ultra gênant. Donc le souvenir, c'est ce côté charisme que j'ai retrouvé chez personne d'autre, qui a été entretenu par le fait que c'est un mythe, que c'est une icône et que c'est ce qui fait la différence même avec les icônes d'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas le même stress et le même ça me fait pas la même chose. C'est ce qui le rend un peu à part par rapport aux autres, je trouve. Bah écoute, moi je suis 100% d'accord avec toi, Shai. Pour ce qui est mes souvenirs personnels, pour le basket, il y a 92, on en a parlé tout à l'heure. Les finales 93 dont tu parles, Antoine, pour moi c'est mon meilleur, peut-être mes finales préférées. En tout cas, celle de Jordan, je trouve que c'est les plus incroyables de cette époque des Bulls, même si toutes ont été intéressantes. Moi j'ai eu la chance de le croiser à deux reprises. Alors je vais commencer pour faire écho à ce que tu disais, Shai. Moi aussi j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire un paquet d'interviews dans ma vie, que ce soit des basketteurs, mais aussi pas mal de musiciens, d'artistes, etc. Et à l'époque, j'étais pigiste pour un magazine qui s'appelait Tyler, qui était le magazine un magazine de sport et de culture urbaine, c'était comme ça qu'il était appelé. Et ils avaient réussi à avoir un créneau d'interview one-on-one avec Jordan lors de son passage à Paris. Donc il en a accordé, je crois, 3. Il y avait l'équipe, nous et peut-être quelqu'un d'autre. Et comme le rédacteur en chef François Boquet, à qui je passe le bonjour, était pas sûr de son anglais, il m'avait proposé de faire l'interview. Et donc j'ai pu faire une interview de 10 minutes one-on-one avec Jordan. Et sans commune mesure, j'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi charismatique de toute ma vie. Il a un aura, son aura, c'est pas juste du mythe, c'est assez impressionnant de voir ce qu'il dégage. Et ce qui est fou, en fait, moi, j'en étais ressorti. Bon, il avait enchaîné, ce mec-là, il a fait, je sais pas, des millions d'interviews dans sa vie. Et pendant les 10 minutes où il était où moi je lui posais les questions, il arrivait à me faire croire que mes questions étaient intéressantes, ou peut-être que c'est la première fois qu'on lui posait ces questions-là. Il a une capacité à être dans l'instant, à vous regarder au fond des yeux. T'as l'impression qu'il regarde au fond de ton âme quand tu lui poses une question. Et un charisme complètement dingue. Moi, pour l'anecdote, il y a 2 fois simplement où j'ai eu l'impression de devoir me pincer pour savoir si j'étais vraiment en train de parler avec la personne qui avait en face de moi. C'est avec donc Jordan pour le sport, et pour la musique, c'est KRS-One. Et pour moi, c'était 2 personnages. Pour moi, c'était des super-héros quand j'étais des gamins. C'est limite, tu penses qu'ils n'existent pas en vrai, que c'est Marvel avant Marvel, enfin Marvel, les films Marvel avant les films Marvel, et que c'est pas possible de croiser ces personnes-là. Et donc ça, c'est un grand souvenir. Et puis, comme Pierre, moi j'ai eu la chance, mon lycée faisait un échange avec une ville dans la banlieue de Chicago, Naperville, d'où est issu Candace Parker, si je me trompe pas, et son frère. Et et le père de mon correspondant, qui n'était pas fan de basket, mais il avait un voisin qui avait des places à Chicago, donc j'ai pu aller voir un match au Chicago Stadium, donc la salle mythique des Bulls. C'était un match contre le Miami Heat, qui était une toute jeune franchise, donc qui était assez nul. Ils avaient Glenn Rice, Ronnie Sekali, et ils avaient un mec qu'on présentait comme étant le Baby Jordan, Harold Miner. Harold Miner, bien sûr. Exactement, et qui avait tenté un dunk où il s'était pris le l'arceau.
et il s'était fait huer copieusement par toute la salle du Chicago Stadium. C'était quand même un grand souvenir. Et juste pour finir l'anecdote, truc marrant à la mi-temps, je me lève pour aller voir dans les coursives et puis mon correspondant me dit attends, regarde, il y a un mec qui va tirer du milieu de terrain. Donc même pas du milieu de terrain, donc il tire du milieu de terrain, et puis là je vois toute la salle qui se lève, qui applaudit parce qu'il marque le panier, mais je comprenais pas trop ce qui se passait quoi. Et en fait c'est un mec qui avait gagné $1 million en tirant du milieu de terrain. C'est une anecdote assez marrante parce que finalement après le sponsor a pas voulu lui payer son $1 million parce que il fallait n'avoir jamais joué, et lui il avait joué vaguement en D2 universitaire ou je sais pas quoi, donc ils avaient essayé de pas payer le truc. Finalement de mémoire je crois que c'est les joueurs qui sont en partie, ou le club qui s'est en partie cotisé pour lui payer son $1 million. Mais voilà, ça c'était mes souvenirs perso avec Jordan, entre guillemets. Faut le retrouver ce gars-là, faut faire une story, un article sur ce mec-là, sur le mec qui a gagné $1 million. Mais c'était ressorti il y a 1 ou 2 ans, c'est marrant parce que sur Twitter, quelqu'un avait ressorti la vidéo ou je sais pas quoi, donc j'avais raconté l'anecdote et un mec m'avait répondu en me demandait de le prouver en sortant mon billet. J'ai dit mon gars, c'était 93, tu crois que j'ai une vie depuis, hein, j'ai pas gardé tous les receipts, mais voilà, ça c'était marrant. Après voilà, sur le terrain, pour en citer des tonnes, hein, que ça soit effectivement en finale 93, le flu game, ou même son retour, effectivement, Pierre, tu parlais de son retour de retraite. Là encore, petite anecdote perso, moi j'étais parti faire un tournoi de basket avec ma fac en Hollande, et je sais même pas comment, parce que c'était avant que tout le monde ait téléphone portable. Sur le chemin du retour en bus, un mec de l'équipe dit ouais, il paraît que Jordan va revenir ce soir et que le match va passer. Alors c'était avant Internet, hein, alors, tout le trajet, on commence à se monter la tête en disant mais c'est pas possible, comment il pourrait revenir. Et effectivement, le soir, Canal avait changé sa programmation pour passer le match en direct. C'était contre les Indiana Pacers, son premier match perdu avec une adresse pas au top pour Jordan, mais je me rappelle de voilà l'espèce d'engouement qu'on avait eu à se monter la tête en disant ouais, il va rejouer, et puis de le revoir sur le terrain, l'impression que ça faisait, t'avais l'impression, voilà, c'était pas le retour du Messi, mais il y avait un peu de ça quand même dans l'imaginaire collectif, quoi. Qu'est-ce que il y avait on sentait déjà par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure sur ce côté maladif de la compétition. Bon, aujourd'hui, on le voit bien, The Last Dance a popularisé dans millions de mèmes, etc. Le fait qu'ils le prennent personnellement à chaque fois que quelqu'un lui disait bonjour dans la rue ou jetait une pièce un petit peu plus loin. Mais je me rappelle d'avoir vu le match 6 contre Orlando. Je ne sais même pas si ce n'est pas le match 5, s'ils ne se font pas sortir en 5 matchs un peu secs, mais ce fameux match à Chicago où on le voit qui est quand même un peu dépité, et on se dit est-ce qu'on va le revoir, est-ce qu'il va continuer? C'est la première question que se posent les commentateurs à l'époque. Est-ce qu'il va vouloir encore s'y remettre? Et il y a, je pense, la plus grosse erreur de l'histoire du Magic d'Orlando, de toute l'histoire du club, c'est de prendre Horace Grant sur ses épaules et lui d'haranguer la foule, etc. Et c'est marrant parce que c'est le réflexe que j'avais eu donc en 95 en disant oh putain, ça va mal finir, ça. Premier truc, c'est de me dire oh, ça fallait pas le faire. Et vraiment, hein, c'est-à-dire que sur le coup, j'avais ce désespoir de me dire ça se trouve c'est la dernière fois qu'on le voit, et en voyant ça, de me dire c'est bon, il va revenir et il va. Et dans la tête de plein de gens, ça ne faisait aucun doute que cette fin de saison, à la limite, était une bénédiction pour nous, fans de sport, puisqu'après il y avait le three-peat qui allait suivre, mais que cette scène-là allait lancer quelque chose, et finalement, ils en reparlent dans The Last Dance. Alors, ils le mettent moins en avant que B.J. Armstrong qui aurait gagné avec Charlotte un premier match. Bon, mais moi, je pense que ça, c'est peut-être un élément fondateur, et de le voir comme ça en direct, et on se disait déjà, oh, ça va. Il a dit après, ici, il s'était fait donner pour mission de torpiller cette jeune équipe qui montait, et voilà. Et évidemment, le coup d'Horace Grant, voilà, c'était sûr. Ah, attends, c'est final. C'est 4-2, hein, je crois qu'on se demandait. C'était 4-2 dans mon souvenir. Peut-être 4-2. Le dernier match, ça se finit à plus 5 ou 6 pour Orlando. Non, mais c'est clair que de toute façon, cette capacité à prendre les choses personnellement, comme tu disais, Pierre, voilà, ça symbolise, ça représente bien le bonhomme. Là, on n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais c'est vrai que dans le MOOC, il y a aussi toute une partie sur les côtés un peu plus sombres de la personnalité ou de l'histoire familiale de Michael Jordan. Là, je vous invite à aller
aller lire le MOOC pour en savoir plus, mais il y a pas mal de choses effectivement qui sont intéressantes à creuser de ce côté-là. Il y a aussi un article, moi, que j'ai trouvé passionnant de Frédéric Gonella sur finalement la manière dont la domination de Jordan et des Bulls dans les années 90 était aussi très marquée par l'époque. On était en pleine époque post Ronald Reagan. Il y avait un côté où il suffisait pas de gagner, il fallait écraser l'adversaire. Et en termes d'image, de mythe, ce que Jordan a pu, il a été à la fois le fruit de son époque et il a aussi participé à cette vision du vainqueur qui doit écraser absolument son adversaire, qui est vraiment intéressante. Il y a un papier d'analyse sur tout ça que moi j'ai trouvé passionnant dans ce MOOC. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on raconte dans ce numéro spécial Jordan. Il y a des portraits aussi des acteurs de l'ombre, un petit peu, que ce soit David Falk, son agent, que ce soit Tim Grover, son préparateur physique, Pierre t'en parlait, avec qui il a bossé notamment pour retransformer son corps en basketteur après avoir passé 1 an et demi au baseball. Il y a aussi son icône de jeunesse, David Thompson, comment ce joueur au talent incroyable a finalement torpillé sa carrière. Skywalker. Exactement, ouais. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, d'entretiens, d'articles d'analyse. On revient bien sûr sur les plus grands moments de sa carrière. On revient aussi sur The Last Dance. Il y a des choses aussi intéressantes à voir sur la manière dont le documentaire a été fait. Tout ça, c'est donc dans ce MOOC de 240 pages qui est disponible sur Basket Session, à la commande ou sur abonnement. Voilà, vous savez que c'est des éditions limitées, donc ne tardez pas trop si vous voulez pouvoir avoir ce numéro. Tout ça s'est retrouvé dans ce numéro. Pour finir, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Jordan a pris sa retraite il y a plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce qui continue de représenter à vos yeux, que ce soit sportivement ou culturellement aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est Jordan pour vous aujourd'hui encore? Ouais, je vais commencer en disant que je pense que il représente une certaine idée de la gagne ultime, quoi. C'est le gagnant ultime qu'on n'a jamais vu perdre en finale. C'est un peu son totem dans tous les cas. Je trouve que ça, même pour les générations d'aujourd'hui, dès qu'elles veulent discuter du GOAT, des carrières, etc., pour nous, c'est le gars qu'on n'a jamais vu perdre finalement, quasiment. Et culturellement, c'est ça, le côté compétiteur hardcore qu'il a transmis à d'autres joueurs qui sont passés après. Je pense que voilà, ce côté gagnant ultime, moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que je pense les gens retiennent aujourd'hui. Ouais, moi je vais aller dans le même sens. Je dirais presque jusqu'à dire quelque part le plus grand, mais je dis pas ça de manière à lancer le débat, même si je sais qu'ici, à mon avis, il y aura je prêche des convaincus, mais plus dans le sens où, voilà, encore aujourd'hui, je sais pas comment formuler. Tu vois, quand il y a ce genre de débat, on réfléchit souvent à qui est le plus fort, etc., qui est le machin, qui est le machin. Le fait que Jordan, encore aujourd'hui, il soit autant présent dans cette discussion, quelque part, ça fait de lui le plus grand à mon sens, mais désolé, j'ai du mal à l'expliquer. Comment je vais essayer d'être un peu plus précis. Mais c'est que son ombre a continué à planer sur. Exactement. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de référence, de mythe. Il y a un peu cette idée, tu vois, quelque part, encore aujourd'hui, et ça rejoint ce que disait Shai, le côté il a jamais perdu, on le prend encore comme modèle, comme référence. Je sais pas combien de temps ça va durer, vu que tout le monde, il y a quand même maintenant beaucoup de fans de basket qui ont grandi avec LeBron James, mais c'est très fort quelque part d'être encore aujourd'hui considéré comme le plus grand 20 ans après ta retraite, tu vois, que tu sois encore perçu comme une référence à la fois culturelle, sportive, dans la mentalité, etc. Voilà, ça va être comme ça que je vois encore Jordan aujourd'hui. Pierre, qu'est-ce que c'est Jordan pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a ça déjà. Il y a un logo que le monde entier connaît. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose que tu vois en permanence, 15 fois par jour, en te promenant dans une rue. Tu vois un Jumpman sur une veste, sur une paire de chaussures ou n'importe où. Je parle sur mon domaine de la sneaker. Évidemment, aujourd'hui, il y avait encore, c'était la guerre pour récupérer une paire de Jordan 3, 35 ans après sa sortie, en se rendant compte déjà que ça avait 20 ans d'avance. De voir encore aujourd'hui des joueurs de basket jouer avec une chaussure qui est sortie à 25 ans. Alors certes, c'est sûr que ce débat
du GOAT qui est alimenté par des gens peut-être plus de nos générations s'éteindra un jour parce que y a de plus en plus des fans de basket ne l'auront pas vu jouer ou n'auront pas pris le temps peut-être de regarder des matchs. Mais le simple fait qu'encore tous les jours, quand vous scrollez de lui d'un côté avec ses 6 trophées et de l'autre côté de LeBron avec le 6 finales perdues quand l'autre... Enfin, c'est un troll permanent, en fait, Jordan, par sa grandeur. Il est lui-même devenu son propre pyramide, c'est-à-dire que c'est un type aujourd'hui qui a décidé un petit peu de se mettre en retrait. Hein, c'est pas un gars qu'on voit partout, c'est un mec assez discret dans comme il est par la force des choses parce qu'il n'y avait pas cette folie Internet. Mais malgré tout, il est omniprésent. Il n'y a pas une journée sans que tu puisses pas prononcer ou penser au mot de Jordan par le côté commercial, bien sûr, mais aussi par notre actualité. Je pense que, je ne sais pas, posons-nous la question, est-ce qu'une fois on peut passer une journée sans mention? Il y a toujours un moment où un média américain, dans une journée, va le prononcer. Et c'est complètement fou. Comme tu dis, c'est quoi, 98 ou bon, 2003, d'accord, donc ça fait 30 ans. 25 ans, tu te rends compte, 25 ans après, c'est tous les jours qu'on entend le nom de ce type-là. Donc c'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'au-delà du sportif, c'est ça, c'est mythe, icône. On peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut. Voilà, on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce MOOC où on est quand même vraiment fiers du travail qu'on a pu apporter. On est pressé maintenant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez eu entre les mains, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Shai et Antoine, on vous retrouve très vite dans la late session avec Benjamin. On vous retrouve cette semaine. Pierre Armand, on peut retrouver ta plume, que ce soit sur Basket Session, sur l'Insta de Rivers, mais aussi pour ceux qui aiment la musique, chaque semaine, le mardi pour l'émission Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille, si je ne me trompe pas. Dis-moi si je me trompe dans les précisions. Pierre? Tous les mardis, 19h-20h tous les mardis sur Radio Grenouille. Et la semaine prochaine, j'ai le plaisir, tu parlais des moments où tu te pinces. Moi, je vais me pincer. Je reçois Théophile Messer du MOOC de Rivers. Donc, je vais encore vivre un moment D'ailleurs, par rapport à l'Insta, on va vous faire une émission spéciale cette semaine sur rien à voir avec le basket en soi, mais un petit peu. C'est la réédition du sample original de la Air Max One cette semaine. Et dans le MOOC 10, on parle de Tinker Hatfield. Et donc, on vous fera un large unboxing. On vous présentera ce modèle iconique, comme on aime à le dire, qui a modifié aussi le monde de la chaussure de basket avec cette technologie. Voilà. Et merci écoute, avec grand plaisir, tu viens ici quand tu veux, tu es chez toi. Nous, on vous retrouve pour le podcast dès la semaine prochaine. En attendant, vous savez, sur Basket Session, toute l'actu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous appréciez nos podcasts. Le MOOC est donc toujours disponible sur basketsession.com. Et puis pour le reste, vous savez, la Late Session, le Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.